intégrale du Maroc. L'information a fait le tour de la presse marocaine et il y a une semaine, le Matin du Sahara a sous-titré les prémices d'une prochaine reconnaissance par le Royaume-Uni de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Selon les experts, il se trouve que nombre d'experts, y vont effectivement, y voient une ouverture. Le politologue Hassan Jfali, par exemple, dans les colonnes Sahara al-Mghribiya, qui a vu dans la publication de la BBC une suppression du filet séparant le Maroc de ses provinces du Sud, un geste diplomatique majeur de la part du gouvernement britannique, en rappelant, et ils ont été plusieurs à le faire, que la chaîne reste soumise aux directives de la couronne britannique. Et Samir Bennis, consultant politique résident aux États-Unis, lui, y a vu une nouvelle initiative de la chaîne britannique et un nouveau revers pour le régime militaire algérien. Il pense que la reconnaissance britannique est imminente. De son côté, Ahmed Fawzi, ancien ambassadeur et chercheur en relations internationales, a rappelé à Média 24 les mouvements de rapprochement entre le Royaume-Uni et le Maroc depuis le Brexit. Notre redirection vers l'axe anglo-saxon avec les États-Unis et la Grande-Bretagne en tête de file. Et puis, l'accord signé avec les Britanniques après le Brexit, des Britanniques qui ont reconnu tous les produits issus du Sahara comme étant libres d'entrer dans leur pays. On va rappeler, avant d'ouvrir le débat, que la BBC avait déjà présenté la carte intégrale du Royaume en faisant sa couverture des manœuvres militaires de l'African Lion 2021. Les Britanniques y avaient participé. Une partie des manœuvres s'était déroulée au niveau du secteur de Mahaz dans le Sahara marocain. Une opération que les observateurs avaient décrite, là aussi, comme des prémices du changement de la position britannique. On va donc parler de cette position avec nos chroniqueurs. Rachid Chachi, un peu chauviniste dans nos analyses du côté marocain, ou est-ce que vous pensez, vous aussi, que la reconnaissance britannique est imminente, même si la carte complète du Maroc a été publiée par la BBC, certes, mais ensuite non pas republiée, morcelée, effectivement, mais complètement retirée, précision importante. Si vous aussi, vous pensez que ça arrivera, est-ce que ce serait simplement... vous avez d'ailleurs... aborder cette piste il y a très longtemps. Est-ce que ce serait simplement parce que Britanniques et Américains se suivent sur la plupart des questions majeures et il ne faudrait pas aller chercher plus loin d'autres justifications ? Non, effectivement, je le pense depuis le début, mais pour des raisons davantage structurelles que conjoncturelles. Donc, la BBC, tout cela est sympathique, mais ce n'est pas ce qui fonde une orientation stratégique d'un pays comme le Royaume-Uni. Par contre, il y a des éléments fondamentaux pour comprendre le logos britannique et comment ils perçoivent la question du Sahara marocain. Le premier, c'est que depuis la fin de l'Empire britannique, il y a un ancrage opéré par Londres auprès de Washington qui fait que le là des grandes orientations stratégiques de l'Empire britannique sur les questions géopolitiques est plutôt dicté à Washington, dans un schéma de complémentarité et de cohérence civilisationnelle anglo-américaine. Et que Trump, bien qu'il fût une forme de comète dans la politique américaine, son choix a néanmoins été confirmé par Biden, à savoir la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et donc, comme il y a une forme de latence ou de temps de retard, finalement, le Royaume-Uni finira par suivre pour des raisons très objectives et pragmatiques, notamment les investissements. Car s'ils veulent accéder aux phosphates marocains, mais également à des gisements potentiels de pétrole et de gaz en offshore, au large des côtes marocaines, du sud du Maroc, ils devront opérer des joint ventures avec des entreprises américaines, ce qu'ils ne peuvent faire du point de vue du droit que s'ils reconnaissent la légalité de la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis et donc de les suivre dans cette orientation. Le deuxième élément qui explique le logos britannique, c'est que le Royaume-Uni, effectivement, est un empire déchu qui a dominé les 5 continents pendant un bon bout de temps. Et demander à un ancien empire dont le leitmotiv a toujours été la liberté, notamment la liberté de la mer, lui demander de se soumettre intégralement et littéralement au droit international, tel qu'il a émergé durant la guerre froide, c'est comme demander à un géant de chausser des souliers d'un nain. Et donc le Royaume-Uni voit le droit international comme un ensemble de contraintes et d'entraves à la liberté marchande avec lesquelles il doit composer, mais qu'il doit contourner quand il le peut. D'ailleurs, il l'a fait avec l'Union européenne. Ils ont quitté l'Union européenne au nom de la liberté politique, de la souveraineté du Parlement britannique et donc de la liberté économique, pour ne pas subir les dictats de l'Union européenne. Et le droit international, il en va de même. C'est un droit international qui est obsolète. Toutes les grandes puissances le savent déjà. Certains s'y accrochent, la Chine et la Russie, pour défendre leur intérêt, parce que ça converge avec leur intérêt. Mais du point de vue du monde anglo-américain, on assiste depuis au moins une décennie à un retrait de plus en plus important de la plupart des liens qui liaient ces deux puissances du point de vue du droit international. Et donc, les intérêts objectifs du Royaume-Uni font que le droit international ne fera pas long feu par rapport aux intérêts objectifs du Royaume-Uni. Après, il y a des indices et des signaux conjoncturels. Effectivement, il y a la reconnaissance, la carte qui intègre le Sahara marocain dans le territoire national, qui a été certes éphémère au niveau de la BBC, mais c'est déjà un signal, c'est qu'il tâtonne, il voit. Alors, il y a des recours opérés
par la pseudo-race à travers des antennes locales que sont des ONG qui leur sont affiliées auprès de la Cour constitutionnelle britannique pour remettre en cause l'accord d'association qui a été signé entre le Maroc et le Royaume-Uni. Mais là, c'est tout simplement une instrumentalisation des mécanismes qu'offrent les démocraties libérales pour retarder tout simplement l'inévitable. Donc, une capacité de nuisance et de retardement des victoires tactiques et stratégiques réalisées par le Maroc. Mais à terme, il y a une tendance lourde qui fait que tout cela ne fait que retarder et ne peut pas empêcher l'irrémédiable. Donc, et puis, il y a le Brexit, effectivement, qui fait que l'Union européenne n'a plus les leviers qu'elle a eus à une époque pour mettre la pression sur le Royaume-Uni, pour le maintenir dans le rang, et que désormais, les Royaumes-Unis étant libres de toute entrave et de tout ancrage continental, et tout simplement, c'est des intérêts objectifs. Parce que quand on prend une carte du monde et quand on voit le monde du point de vue britannique, notamment notre région, ils ont le choix entre le Maroc et le Sahara marocain avec toutes les richesses dont regorge cette terre-là et la mer en offshore. Et de l'autre côté, ils ont Tindouf, je veux dire, qui propose quoi? De la misère, du terrorisme et du banditisme. Je crois que le choix est vite fait. Les Britanniques sont des gens pragmatiques. Leur doctrine, c'est le relativisme culturel. Ils ne sont pas dans les principes éthérés qui seraient valables tout le temps et partout, mais ils sont dans des principes très malléables qui doivent épouser le réel et leur intérêt objectif. DG, Dan a-t-on raison de nous montrer optimistes quant à une reconnaissance qui serait imminente de la part du Royaume-Uni dans le dossier du Sahara? D'ailleurs, que gagneraient les Britanniques à se positionner en faveur du Maroc? Et puis surtout, si ce pas est franchi, pensez-vous que les partenaires européens vont suivre? Nous verrons bien. L'idée que la Grande-Bretagne dise clairement haut et fort la marocanité du Sahara est une idée qui me semble assez évidente, ne serait-ce que par un jeu des alliances. Les États-Unis d'abord, l'Angleterre par la suite, on le voit bien, souvent, le plus souvent d'ailleurs, la Grande-Bretagne s'est alignée sur les positions américaines, c'est évident. Ensuite, le travail est un travail de fond. D'abord, accords commerciaux, échanges fructueux. Il y a du côté de la Grande-Bretagne une vision qui consiste à dire que le Maroc et l'Angleterre sont extrêmement complémentaires d'un point de vue commercial. Ils le sont aussi depuis très longtemps. C'est toujours dans ces moments que la profondeur historique de part et d'autre redevient un élément prépondérant pour à la fois expliquer et légitimer des prises de position. Le Maroc est une très vieille monarchie, plus vieille que l'anglaise. Il y a eu entre les dynasties marocaines et l'Angleterre des émissaires, des consuls, de part et d'autre des diplomates qui ont des aides. Le Maroc, à un moment donné, s'est porté du côté de l'Angleterre, notamment sur la question de Gibraltar. Il y a bien longtemps, au XIIIe siècle déjà, nous avions des rapports intelligents et intelligibles. De sorte que tout cela, bien évidemment, ressort, est important. Il y a des lectures réciproques et convergentes à un moment donné. Et donc, je crois que ce qu'a fait la BBC est évidemment un indice très fort. Et on attend l'annonce officielle. L'Europe, par contre, vu la position de l'Angleterre, c'est-à-dire Brexit, va regarder tout cela avec une certaine circonspection, c'est évident. L'Angleterre, c'est le Commonwealth aussi. Alors, ça ne veut pas dire que le Maroc va entrer dans le Commonwealth, bien évidemment que non. Mais ça nous ouvre un espace vers le monde anglo-saxon, mais je crois aussi vers la culture anglo-saxonne. Il y a un certain nombre d'indices aussi. Vous savez, on remarque de plus en plus d'étudiants qui avaient, j'allais dire, qui devaient naturellement aller étudier dans des pays européens, particulièrement la France, choisissent de plus en plus l'Angleterre, voire les États-Unis. Il y a une anglo-saxonisation de notre culture, d'un point de vue de la langue, d'un point de vue du regard porté sur la France en ce moment par un certain nombre de jeunes. D'ailleurs, il n'est pas inutile de dire que même si nous avons des rapports privilégiés avec la France, si la langue française est pour nous une des langues parlées de ce pays, notamment longtemps la langue des élites, je pense que l'anglais va devenir la langue des élites de demain, 10-15 ans, et que par exemple, si la France regarde ce que l'Angleterre et les États-Unis deviennent pour nous, eh bien, ce serait pas mal de temps en temps de se poser la question de cette espèce de rejet qui dit son nom, notamment auprès des jeunes,
le discours sur le voile, les propos tenus sur l'islam, un certain nombre de choses, sans pour autant éviter de se dire la vérité. Mais on entend tellement de choses dans les médias mainstream. Les jeunes sont des grands consommateurs d'alertes, d'informations. Ils parlent de tout cela. Et souvent, malheureusement, ils ont des raisons de s'inquiéter sur la perception qu'on peut avoir, cette espèce de discours qu'on entend chez des gens comme Éric Zemmour et d'autres. Là, évidemment, ils regardent en direction de Londres, ville cosmopolite de l'Angleterre, et se disent là-bas au moins des nations vivent ensemble, pas toujours pour le meilleur, mais en tout cas pas non plus pour le pire. Et puis il y a aussi en Grande-Bretagne la question de l'Irlande, donc la question du territoire, de la souveraineté. Tout cela, bien évidemment, fait que nous avons des points communs. Abdullah Al-Aroui dit qu'il y a entre l'Angleterre et nous une insularité commune. Ce n'est pas la même. Mais il a une analyse sur l'idée que le Maroc, finalement, est une île qui regarde en direction de la Méditerranée et de l'Atlantique. Et donc je crois que de ce point de vue-là, nous avons, j'allais dire, sans véritablement prendre de grands risques, de bonnes raisons de croire que cette annonce est imminente. Pour le meilleur, évidemment. Un accord mutuel a été conclu à Rabat sur l'accès au marché britannique pour tous les produits originaires du Sahara, la pêche, l'agriculture, les phosphates. Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait signé des accords commerciaux aussi, politiques et militaires avec le Maroc, et puis consulat ouvert au Sahara en août dernier. Le Maroc et la Grande-Bretagne ont annoncé qu'ils effectueront aussi en octobre prochain des exercices militaires conjoints qui incluront la présence du porte-avions HMS Queen Elizabeth de la Royal Navy. Selon l'ambassadeur britannique à Rabat, y a-t-il un autre pays, hormis nos alliés classique avec lequel on a avancé aussi rapidement en termes de coopération? Rachid Achachi, visiblement non. Vous nous donnerez votre avis. La redirection vers l'axe anglo-saxon avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dont parle cet ex-ambassadeur qui est Ahmed Fawzi auprès de Média 24, et puis l'accord signé avec les Britanniques donc après le Brexit, qui lui font dire qu'une reconnaissance est imminente, et vous avez vous-même développé cette piste peu de temps après la reconnaissance des Américains. Rachid Achachi, si le Royaume-Uni le fait, qui le suivra? Qui pourrait le suivre juste derrière? Est-ce que les Européens n'auront d'autre choix que de se décoincer en quelque sorte? Et quelle pourrait être la réaction des Algériens, le cas échéant? Après, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de quantité. Car effectivement, si on veut la quantité, dès que le Royaume-Uni finira par rejoindre les rangs, on aura plusieurs petits dominions, notamment certains pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine qui d'habitude votent à l'aveugle selon des directives américaines qui pourraient reconnaître la marocanité du Sahara. Pourquoi je disqualifie relativement la quantité? Parce que ce qui compte, c'est le poids au niveau de l'ONU. Quand on parle du Royaume-Uni, on parle quand même d'un membre permanent du Conseil de sécurité qui dispose du droit de veto. Et donc, avec le Royaume-Uni, on aura deux pays, soit quasiment la moitié du Conseil permanent de sécurité qui reconnaîtra la marocanité du Sahara. Quant au petit pays, effectivement, ils pourront accroître la légitimité de cette reconnaissance. Mais ils ne vont pas peser dans les rapports de force internationaux. Alors au niveau continental, les pays qui vont suivre, je maintiens ma piste première, je pense aux pays membres du groupe de Visegrad, qui par opposition à l'Union européenne et aux dictats européens et par des intérêts objectifs seront amenés également à reconnaître la marocanité du Sahara, afin de pouvoir profiter également des gisements potentiels dont regorge la région, notamment les terres rares, oui. Les terres rares qui effectivement ont une centralité majeure dans l'industrie de pointe qui domine aujourd'hui à l'échelle mondiale. Alors il y a la Chine qui a un monopole de production, mais pas un monopole de possession des gisements. Mais le Maroc semble posséder en offshore, de manière sous-marine, des réserves extrêmement importantes. Donc il y a le groupe de Visegrad, il y a le Royaume-Uni. Alors peut-être, si jamais on voudrait s'aventurer au niveau du cœur du continent européen, peut-être l'Allemagne, là encore, parce que l'Allemagne est dans le giron américain d'une certaine manière. C'est des gens également aussi, pragmatiques. Permettez-moi lâcher de la remarque, certains pays du Commonwealth, on pense par exemple au Canada, un pays comme le Canada. Si le Royaume-Uni franchit cette étape, on peut se poser la question. Tout à fait, peut-être par inertie, peut-être que ça viendra. Mais personnellement, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, il n'y a aucun signal qui émane de ces pays-là, des pays du Commonwealth, mis à part le Royaume-Uni lui-même, qui laisserait croire. Mais peut-être effectivement, il y a un effet d'inertie, un effet d'entraînement qui pourrait amener à cela. Mais après, il faut comprendre que la question de l'insularité, bien que différente, personnellement, j'y crois pas. Je ne crois pas que le Maroc soit porteur d'une culture insulaire. Mais je crois que le point commun entre nos deux pays, serait plutôt l'archaïcité. Car paradoxalement, le Royaume-Uni est un pays très archaïque dans sa dimension formelle. C'est que déjà, ils n'ont pas de constitution écrite, ce qui est déjà pas mal, ce qui permet une forme de souplesse et une forme d'adaptation réelle, puisque ce n'est pas gravé dans le marbre, mais c'est une constitution qui est coutumière.
Et donc le rapport qu'ils entretiennent au droit international vis-à-vis de leur constitution n'est pas fondamentalement le même que celui qu'entretiendrait un État de droit romain, napoléonien, avec la Constitution. Il n'y a pas ce désir de mise en conformité permanent et d'alignement par rapport au droit international. Et du point de vue du Maroc, on a également une constitution écrite, et on l'a déjà évoqué, une constitution non écrite que beaucoup intègrent parfaitement. Les deux sont des monarchies, donc il y a effectivement plein de... Et puis l'ancrage historique des monarchies. Bon, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Qatar. Donc on parle quand même en moyenne de 1000 ans d'histoire depuis la bataille d'Hastings et l'invasion des Normands du côté anglais, et puis depuis le 9e siècle du côté marocain. Donc c'est plutôt cet ancrage historique et cette profondeur historique qui fait que les deux pays peuvent communiquer avec un langage que d'autres peut-être ne comprennent pas, que d'autres pays beaucoup plus récents, beaucoup plus modernes ne comprennent pas. Donc voilà, donc le groupe de Visegrad en second, par opposition à l'Union européenne. Et puis au cœur de l'Union européenne, si jamais l'Allemagne venait à le faire, elle donnerait le là finalement à tout le reste, notamment la France, l'Italie, l'Espagne. Mais les Allemands sont également, à leur manière, assez pragmatiques de ce point de vue. Les pays de Visegrad, puis l'Allemagne, nous dit Rachida Chahachi. Vous êtes d'accord avec cette grille d'analyse d'Eli Jeydan? Sinon, la conjoncture actuelle, Sarah en parlait tout à l'heure, la crise avec l'Algérie, la crise diplomatique avec l'Algérie, est-ce qu'elle est à même bien d'accélérer la dynamique dans ce dossier, le dossier du Sahara, donc, ou en revanche, risque-t-elle même carrément d'entraver la lancée du Maroc? Non, je ne pense pas que la crise avec l'Algérie puisse entraver quoi que ce soit. Bien au contraire, je crois que quand on a un bon dossier, en général, eh bien, on finit toujours par avoir gain de cause. Et ensuite, le rapport avec l'Algérie, ça dépend d'autre chose. Vous savez, le peuple algérien est un peuple que nous aimons, un peuple frère. Le régime algérien, c'est autre chose. Le gouvernement algérien, c'est une histoire différente. Et que les Algériens régleront à leur manière, que le peuple réglera à sa manière. Il faut souhaiter que cela se fasse sans violence et sans heurts. Ensuite, bien sûr que le travail de sape, que tout cela se fait à travers les médias, à travers des prises de position, à travers une volonté, j'allais dire aujourd'hui, finissante, qui est sur son déclin. Mais le légalisme marocain, le pragmatisme, le travail, j'allais dire, méthodique. Et c'est vrai que ce qui intéresse un pays comme la Grande-Bretagne, c'est évidemment, bien sûr, les accords commerciaux, un régime stable, un pays stable. La monarchie est un élément, j'allais dire, prépondérant. C'est vrai, je suis d'accord avec Rachid, on a des cultures communes de ce point de vue-là, des imaginaires communs, une construction dans le temps. Les siècles sont là, et je ne pense pas que les siècles, ce soit l'apanage du régime algérien. Bien au contraire. Donc, régime récent avec aujourd'hui un mode de gouvernement qui ne sert pas du tout les desseins, même, j'allais dire, d'un grand Maghreb, qui serait aussi une manière différente de parler au monde et aux autres. Bien au contraire, on a là encore un régime qui est réticent au mouvement naturel de la géographie, de l'histoire, mouvement des peuples. Il faut espérer qu'un jour le peuple algérien aura un gouvernement à la mesure de ce qu'il est. Et il est 7h55. leurs utilisateurs. On a évidemment mieux les manipuler, ça.